l'After sur RMC en simultané sur BFM Sport avec François Manardo, avec Jonathan Macardy. Et avec qui? Et avec Chérif Guémour qui nous a rejoint. Salut Chérif. Bonsoir à tous. Tu es des lieux. Bonne année à vous tous. Merci d'être là. Et oui, parce que en préparant l'émission, tu vois, je me disais, tiens, on va parler de la Coupe de France. Et voilà, ton nom m'est venu. Oh, ça tombe bien, il y a le 32e dimanche, ce week-end. Voilà, exactement. Super. 32e de finale. Toi qui avais écrit l'an passé ce bouquin Coupe de France 1917-2017. Voilà, c'était le roman du centenaire où tu as raconté justement les meilleures anecdotes, tout ce qu'il fallait savoir de ces 100 ans de Coupe de France, ou en tout cas ce que tu estimais être bon à retenir. Tiens, est-ce que tu connais le nom du petit poussé de cette année? C'est pas Houille? C'est Houille, ouais. Absolument. Houille. C'est à côté de chez moi. Club de 8e division. C'est dans quel département? C'est en région parisienne, c'est quel département? Ouais, je crois que c'est le Val d'Oise. C'est le Val d'Oise. Je vais vérifier ça. Ouais. C'est les Yvelines, Les Yvelines. Voilà. Oui, c'est une division parce qu'ils ont rebaptisé, la fédération depuis un an a rebaptisé, c'est plus national, CFA, c'est régional 3, R3, donc c'est équivalent de 8e division qui vont jouer contre Concarneau, équivalent de national 1. C'est de la DH. C'est de l'équivalent de la DH, oui, absolument. Voilà, qui vont jouer. Tu fais pas Monsieur Coupe de France. Non, ça a changé là. Ils ont changé les divisions. Bon voilà, c'est le petit poussé de l'année. Le petit poussé qui a un écusson sur son maillot quand il est petit poussé. Depuis que j'ai soufflé l'idée quand j'étais à la fédération. C'est quoi le petit écusson? C'est quoi? C'est un écusson brodé avec il me semble, le symbole de la Coupe de France, et puis un petit poussé qui est dessiné, je pense qu'il le porte sur la manche. Alors que le vainqueur, lui, a un autre écusson qui atteste qu'il est tenant du titre. Et ça vaut qu'en 32e de finale, ou ça vaut pour... Non, petit poussé, c'est une fois que tu te retrouves par rapport au tableau petit poussé. D'accord, ok. 32e. Donc, à partir des 32e. Est-ce que ça vaut pour un club de Ligue 2 en demi-finale? Ça c'est une question à la con, ça. Tu t'y attendais pas. Non, c'est pas une question à la con, c'est une bonne question. Tiens, dans les petites anecdotes qui vont forcément faire sourire cette année sur la Coupe de France, vous savez qu'il y a un 32e de finale entre l'Olympique de Marseille et Valenciennes, qui va d'ailleurs se jouer devant 20 000 personnes à peine parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre de place. Ça c'est bon, effectivement, oui. De quoi? Ce que je vais raconter? Vas-y. Vous savez que l'un des arbitres est le fils d'un des arbitres de OMVA, enfin de VAOM, voilà, 1993. Donc on a la garantie qu'il est incorruptible. Non, mais voilà. Bon, après c'est plus de l'ordre de l'anecdote que de l'ordre de la polémique. Faut pas exagérer, mais c'est rigolo quand même comme clin d'œil du destin. Pas mal, ouais. La vie continue. Hein. Ouais, la vie continue effectivement. Les arbitres font des arbitres. Voilà. Et les chiens ne font pas des chats. Exactement. Hashtag RMC Live 3216 pour parler avec nous de la Coupe de France. 32-16 également pour vous inscrire pour le quiz de l'after. Tout à l'heure, il y a des t-shirts de l'after à gagner. Chérif, tu racontais dans ce bouquin, le roman du centenaire, plein de choses de la Coupe de France. Alors, on a sélectionné quelques-unes, et notamment des histoires de coupe, et notamment sous l'occupation, donc dans les années 40, pendant la guerre. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout effacé des tablettes, contrairement à tout le reste de ce qui s'est passé dans le football à ce moment-là, la Coupe de France. À la Libération, il y a une sorte de convention qui a établi que les vainqueurs de la Coupe de France seraient maintenus au palmarès de l'histoire de la Coupe de France, c'est-à-dire les vainqueurs, ce qui n'est pas le cas pour le championnat. Le championnat qui était un peu calqué sur le fonctionnement de la Coupe, c'est-à-dire avec des zones régionales. Autant la Coupe de France allait au bout, c'est-à-dire que les 3 différentes zones se rencontraient, les champions des différentes zones se rencontraient. Il y avait un vainqueur de la Coupe qui était mentionné au palmarès et pas du tout en championnat. Pourquoi à mon avis, c'est politique, parce que jusqu'à cette époque, la Coupe de France était la compétition reine et non pas le championnat. C'est venu bien après. Et que la Coupe de France a toujours symbolisé un peu la continuité républicaine. Oui. Parce qu'avec notamment la présence du président de la République à partir des années 20, c'était devenu l'événement. On se retrouve à Paris, très centralisé, l'hymne national, la Marseillaise, le stade de Colombes à côté de la capitale. Donc voilà, c'était un peu la continuité républicaine. Donc on s'est dit, voilà, on va garder le palmarès de la Coupe de France, mais bon, pour les champions du championnat. Ouais, on a oublié que Toulouse a été champion de France, par exemple, en 1942 de la zone libre. Pour eux qui t'en souviens, oui, effectivement. Moi, je m'en souviens pas, mais tu vois, j'aime bien le rappeler quand même. C'est bien de nous le rappeler. Il n'y a pas que ça sur Toulouse. Dans la zone sud, écoute, non. François, ton meilleur souvenir, toi, de Coupe de France, ou un souvenir de Coupe de France, quelque chose qui t'a marqué? En tant que supporter, c'était en 97, c'est la dernière finale de Coupe de France organisée au Parc des Princes, qui voit la victoire de l'OGC Nice sur l'en avant de Guingamp. Ça, c'est pour l'aspect perso. Et qui permet de jouer la dernière Coupe des Coupes de l'histoire, après, je crois, non? Il redescend dernière ou avant-dernière, je sais pas plus. Pas loin. Bon, bref. Pas loin. Et puis après,
dans mon long bail à la fédération, c'était un trophée que j'avais, comme beaucoup de mes collègues, la chance de croiser assez souvent. C'est un trophée qui se trouve dans le bureau du président de la F3F. Et puis dans son organisation, surtout, quand on se penche sur le sujet, il n'y a pas une autre compétition comme celle-là au monde. Et je pèse mes mots. Ouais. Que la Coupe de France ou que la Coupe de France. La Coupe de France, c'est une compétition qui se joue sur 24 fuseaux horaires, qui intéresse. Alors même si cette année, malheureusement, il n'y a pas de club de Tom. Mais sur 24 fuseaux horaires, il faut savoir que c'est une compétition qui démarre un peu avant ou un peu après que la finale ne se joue au Stade de France. Début de l'été. On est sur un chiffre qui est croissant en permanence de plusieurs milliers de clubs inscrits. Je crois qu'on doit être pas loin des 20 000 clubs inscrits dans la compétition. Vous imaginez? Il y a tous les clubs. Tous les clubs français. Il n'y a pas de restriction. Et puis dans son format, tu parlais du format de la Cup, Chérif aussi, c'est une compétition qui, dans son format, est un format qui va dans le sens de la culture sportive en France, qui aime bien voir le numéro 2 ou le petit poussé aller taper les grosses équipes, parce que ça c'est vraiment dans notre ADN. Et quelle compétition qui symbolise mieux que cette Coupe de France, qui voit le petit club dans une période avec un temps pourri, des pelouses dégueulasses, des publics complètement fous de joie sur des mains courantes dans des coins paumés en France, voir le gros se faire taper par le petit. Ça c'est très franco-français. En Angleterre, c'est pas tous les clubs. Hein. La Coupe de France, c'est ce qu'on disait parfaitement avec Philippe Auclair et avec Simone Rovera. C'est même encore pire en Italie, effectivement, où c'est très mal fichu. Jonathan, plus beau souvenir de coupe? Oui, non, je sais pas, je croyais que tu voulais réagir. Mais ton plus beau souvenir de coupe, oui, effectivement. Voilà, Marseille-Lyon au Vélodrome de 2007. Je pense que tous les supporters olympiens se souviennent de ce match-là. On va nous raconter plus sur un super statut au Jube, le but de Pagis à la fin qui mais tu sais, il n'y a pas que des supporters olympiens qui nous écoutent. Alors c'était contre le Grand Lyon, ouverture du score de Chris, c'était l'OM d'Albert Raymond. Et puis dans les derniers instants, alors qu'on disait que c'était un peu le coup à la lyonnaise, parce que cette saison-là, Lyon renversait souvent les matchs en fin de match. Égalisation de Mamadou Niang, le Vélodrome manque de s'écrouler, et puis le but de la victoire magnifique de Mika Pagis. Je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai vu de visu en direct du stade, quoi. Alors que l'Olympique de Marseille recordman encore des titres. Non, avec le Paris Saint-Germain maintenant c'est à égalité, mais a été très longtemps à 10 victoires. À égalité. Paris, ils sont devant. Alors 10 victoires quand même, il ne faut pas leur enlever pour l'Olympique de Marseille, et une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France, qui est une histoire très longue, c'est l'Olympique de Marseille-Monaco en 87 ou 88, le 4-3 au Parc des Princes. Alors il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont inscrit les triplés en finale, mais il y a un joueur marseillais, pas des moindres, Jean-Pierre Papin, qui a raté le quadruplé et qui a raté un penalty ce soir. Oui, il rate le quadruplé. Tiens, on me rappelle justement sur le hashtag RMC Live qu'on parlait du petit poussé Houille. Ce n'est pas le seul petit poussé Houille, puisqu'il y aura le FC Steel également qui évolue dans l'Est de la France, absolument, qui sera opposé à 3. Qui sera opposé à 3, donc en 32e de finale. Merci Julien pour cette petite rectification sur le hashtag RMC Live. D'autres histoires de la Coupe. Alors là, il y en a une qui va faire forcément plaisir à ceux qui trouvent que Lyon obtient trop de pénaltys. Ils avaient aussi obtenu une fois le sort, ils avaient fait basculer le sort de leur côté avec une histoire de pièces. C'était en 1967, Chérif, je crois, c'était ça, la Coupe de France 1967, dans une opposition face à Angoulême en demi-finale de Coupe de France. Ouais. Parce que pendant longtemps, il y avait ni prolongation, c'est compliqué. Il n'y avait pas les tirs au but, on va aller à l'essentiel. Donc, en cas de match nul, on rejouait le match. Match d'appui, comme en Angleterre d'ailleurs, je crois. Voilà, et en fait, la procédure, c'était 3 matchs au maximum. Et au bout de 3 matchs, alors on rappelle, Lyon était en D1, enfin L1, et Angoulême était plutôt en L2, donc on est en demi-finale. Et on croyait que Lyon allait se défaire au premier match. Ils ne sont pas parvenus. Match nul. Deuxième match, match nul. Troisième match, match nul. Donc, il faut procéder au tirage au sort dans le vestiaire du stade Vélodrome. Enfin, c'était à Marseille. C'était peut-être au stade de Luvaune. Mais enfin, bon, peu importe. C'était à Marseille. Donc, le capitaine de Lyon, Floridinalo, a choisi le bon côté. Il a choisi pile et bingo. C'est comme ça que Lyon a pu se qualifier pour la finale. Ouais. Bon, ça devait rendre fou quand même à l'époque. Tu me diras, moi je me suis toujours dit, par exemple, quand tu vois Mais c'était fréquent. La même année, l'année d'après, en 68,
l'URSS avait perdu contre l'Italie au jet de la pièce, à l'Euro. Oui, parce que ça existait effectivement dans les compétitions internationales, dans toutes les compétitions. Mais tu me diras, quand tu vois la finale de la Coupe du Monde 2006, quand Trezeguet rate son péno, finalement, c'est presque comme si tu faisais tirage à pile ou face. On va demander au capitaine en 2006, pile ou face. Oui, mais au final, enfin moi, tu vois, je me suis toujours dit ça. C'est vraiment pile ou face. C'est la réaction que t'as quand tu vois Trezeguet tirer sur la barre. Finalement, c'est pile ou face, quoi. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu pareil. Est-ce que non, je suis pas d'accord. Plus de justice, mais bon, dans des choses comme ça, au bout d'une finale de Coupe du Monde. Pile ou face, tu choisis un côté, et puis la veille à l'entraînement, il la met pleine lucarne, et Raymond Domenech lui dit bon bah celle-là, t'arrêtes la séance, celle-là tu la gardes pour demain si on a la séance de tir au but. Il y a la séance de tir au but. Il la met là où il avait mise la veille à l'entraînement, sauf qu'il y a 80 000 personnes dans le stade. C'est le gardien de but qui est pas un des moins bons au monde, sinon le meilleur, qui joue avec lui en club, et voilà, et ça passe pas. C'est pas pile ou face forcément. Une autre histoire. Enfin, moi, tu vois, je trouve ça, c'est pareil. Les pénaux, je peux pas regarder. Tu vois, ce jour-là, je m'étais abstenu de regarder la séance de tir au but. T'aurais fait pile ou face, pour moi, ça aurait été exactement pareil. La finale en 73 entre Lyon et Nantes, quand Robert Wurtz valide 2 buts entachés d'une main. Encore des histoires de mains et de pénalty dans cette finale de Coupe de France avec Lyon. Ouais, c'est marrant quand on voit l'image. Bon, alors on rappelle que Lyon avait battu Nantes 2-1. Donc Lyon menait 1-0 et puis à un moment il y a une action, Lacombe part au but, ça va très vite. Donc les Nantais l'avaient vu mais pas l'arbitre, donc en fait il s'emmène le ballon, il y a Lacombe qui s'emmène le ballon et ensuite il trompe Bertrand Demanne d'une frappe du gauche. Bon, les Nantais s'étaient arrêtés de jouer, un peu comme aujourd'hui, bon il y a main, on s'arrête, tranquille, on va aller voir l'arbitre, et l'arbitre non messieurs, engagement 2-0. Donc bon, c'était un peu plié, bon Lyon était un peu au-dessus, et à la fin de match il y a Didier Kouekou, une magnifique tête décroisée et tout, puis au ralenti, mais là par contre aussi il faut la voir. En fait il cède un peu du point et voilà, les 2 buts ont été validés. Et, ça a été longtemps un grand sujet de polémique dans le football français, parce que bon, la Coupe de France c'était encore quelque chose d'au-dessus. Et puis, comme les Nantais ne la gagnaient jamais, donc ça a construit un peu la légende, la légende de la malédiction de Nantes. Ils ont dû attendre 79 pour gagner la première. C'est quand qu'elle se fait la bascule d'ailleurs un petit peu tout à l'heure Philippe Auclair nous disait en Angleterre, avant la première ligue, on préférait gagner la coupe, c'était la chose la plus importante par rapport au championnat. Nous, dans notre, je sais pas, aujourd'hui on considère que c'est quand même plus important de gagner a priori le championnat que de gagner la coupe. C'est l'objectif prioritaire. C'est quand que se fait la bascule? Bon, il y en a eu plusieurs, je pense. Parce que tu vois, par exemple, Jean-Michel Larquet, capitaine Larquet, avec qui je faisais l'émission cet après-midi, disait, moi, dans tous les titres que j'ai gagnés, incontestablement, c'est les 3 Coupes de France qui m'ont fait le plus vibrer. Incontestablement. Ouais, c'est une question d'appréciation personnelle, je pense. Ça, c'est une question d'appréciation de footballeurs. Les footballeurs, que ce soit des années 20 ou alors aujourd'hui en 2018, tous les footballeurs rêvent de la gagner. C'est vraiment un rêve. Le mythe de la Coupe de France, il perdure grâce aux rêves que les joueurs ils ont. C'est non, puis c'est aussi les amateurs. Attends, qu'est-ce que t'entends par là? C'est aussi parce qu'on a souvent dit que la coupe de France avait été comment dirais-je, dévoyée, a été remise au rencard, notamment à cause du championnat, des coupes d'Europe et de la coupe de la Ligue. C'est pas faux, mais les joueurs qui s'engagent à la jouer, enfin, ils rêvent de la gagner, et quand ils l'ont gagnée, ce que disait Jean-Michel Larquet, quand il a gagné, c'est quelque chose d'absolument unique. Mais pas dévoyé ou mise au rencard. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ces termes-là, mais quand tu penses à ce qu'a été le football avant l'arrêt Bosman, évidemment, on avait tous, par rapport à la Coupe nationale et ce format de Coupe de France et l'histoire de cette Coupe de France, un esprit de clocher qui se vivait et se vérifiait beaucoup plus en France, dans le pays. Alors que sur la scène européenne, les clubs français, même ensuite avec l'essor de l'Olympique de Marseille, qui se prolonge encore avec le Paris Saint-Germain et Monaco au début des années 90 sur la scène européenne, mais les clubs français étaient soit complexés, soit pas au niveau, et les deux souvent par rapport aux Coupes d'Europe. Et cette Coupe de France, c'était un trophée pour certains joueurs, tu cites Larquet par exemple, mais qui était, oui, un trophée aussi important que le championnat. Après, quand tu passes l'arrêt Bosman et que tu commences à avoir, pour des raisons évidentes, une ribambelle de joueurs étrangers qui arrivent dans notre championnat, du coup, la Coupe de France, quand tu viens de beaucoup d'autres championnats où la Coupe n'est pas du tout un trophée important, alors, ils ont du mal à comprendre notre histoire par rapport, notre relation par rapport à ce trophée. C'est logique. Si on peut établir un marqueur, en effet, c'est à peu près après l'arrêt Bosman,
à partir du moment où il y a aussi la Coupe Intertoto, ce qui fait que là vraiment tous les clubs. J'avais oublié celle-là. Voilà, bah oui, mais c'est là parce que la Coupe Intertoto, d'ailleurs, dernière Coupe des Coupes 99. Ça montait jusqu'au 10e club. Donc on avait la Coupe de la Ligue qui faisait un peu concurrence parce qu'elle était plus ramassée dans le temps. Ouais. Donc voilà, ça permettait en 2-3 matchs d'arriver en finale de la gagner. Il y a la Coupe Intertoto, c'est-à-dire que le 10e du championnat pouvait jouer les préliminaires, la Coupe de l'UEFA et tout. Donc là, il y a eu une décrue d'intérêt pour la Coupe de France. Ouais. Et c'est là qu'on a vu arriver toutes les surprises, les Calais, les Quevilly. Les surprises se sont multipliées jusqu'à la moitié des années 2010. Ouais. Là, il y a vraiment un décrochage. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, les clubs, notamment les gros, réinvestissent cette compétition. Malheureusement, le Paris Saint-Germain est en train de cannibaliser toutes les compétitions. Pourrait devenir la première équipe à la remporter 4 fois d'affilée d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment le PSG qui cannibalise tout, mais les autres gros clubs se sont réinvestis dans cette coupe-là parce qu'un titre, c'est un titre, ça fait énormément plaisir aux supporters. Et puis sur la carte de visite, mine de rien, quand on n'a pas le championnat, c'est bien d'avoir la Coupe de France. Tiens, à propos de faire plaisir, si on veut vraiment emmerder un de nos consultants phares dans cette maison, c'est-à-dire Roland Courbis, on peut lui rappeler quand même l'élimination de Toulon contre Évry, qui est un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe de France, parce que je pense qu'il y a 5 divisions d'écart. Je me demande si c'est pas même une période où ça se joue sur match aller-retour, c'est dans les années 80. Et alors là, sur match aller-retour, les petits poussés, ils avaient beaucoup moins de chance parce que tu pouvais réaliser. C'est beaucoup plus dur. En revanche, quand tu allais sur le stade de D1 à l'aller ou au retour, surtout quand c'était le retour, là les mecs ils faisaient pas 2 fois la même connerie. Mais Évry, Toulon, Roland, si tu nous écoutes. Oui, tu sais ce qu'il va te répondre ? Ouais, j'ai pas mis la meilleure équipe. Tu sais quel est le dernier club à avoir battu le PSG en Coupe de France ? Non, tu le sais pas. C'est Montpellier. C'est le Montpellier de Roland Courbis. C'est le Montpellier, qui les élimine au Parc des Princes. Au Parc des Princes. C'était en 2014, si je raconte pas de bêtises. C'était en janvier 2014 ou janvier 2013. Non, mais c'est pas méchant contre Roland. Voilà, il y en a pas beaucoup qui se souviennent de l'élimination. Non, ça c'est sûr. Oui, non, il y a que des gens comme toi qui peuvent se souvenir de ça. Pascal Olmeta, shérif. Pascal Olmeta, lui, voulait venir à cheval au Parc des Princes pour la finale 90 de la Coupe de France, c'est ça ? Bon, déjà Olmeta, c'est Olmeta, donc quelqu'un d'assez fantasque. En fait, ils avaient fait un super exploit. C'était le Racing Paris, donc ils étaient allés battre Marseille au Vélodrome. C'est la grosse équipe de Marseille, hein. Donc le truc complètement improbable en demi-finale au Vélodrome. Ils gagnent 3-2, il me semble. Et avec une équipe qui est vraiment pas bonne en Ligue 1. Écoute, c'est l'un des gros trucs. C'est la surprise de l'année, quoi. Et dans un excès, dans un élan d'euphorie, Olmeta s'est promis d'aller au Parc des Princes. De rentrer sur la pelouse du Parc avec un cheval. Monter à cheval. Il lui a été défendu. Et ça lui a été interdit. Mais il l'aurait fait, hein. Oui. Il l'aurait fait, il avait tout préparé. Ça aurait été magique. Donc voilà. Tiens, il y a Alexandre qui nous dit sur le hashtag RMC Live que de souvenirs vous nous racontez des trucs que j'ai pas forcément vécu. Voilà, elle adore, tu vois, comme quoi. Hein. C'est la légende. Hein. Achète le livre alors. Voilà, la légende. Achète le livre de Chérif Guémour. Je te le fais en Coupe de France 1917-2017. de la Coupe de France, Chérif. C'est compliqué parce que ça dépend du nombre de matchs. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France. Oui. Un joueur français. Bernard Lacombe. Très connu. Très c'est pas Bernard Lacombe. C'est Platini, je suis idiot. Platini, bon. Il a même ça. Je crois qu'il a énormément de buts. Je crois que c'est 44. Le nombre de buts, je pense que ça se rapproche de ça. Non, mais il a marqué énormément de buts. Bon, je vais regarder. Un triplé marqué quand il joue avec Nancy, il me semble. Ouais. Tiens, Chérif, une autre anecdote sur cette Coupe de France, le but fantôme de Dutuel passé par le petit filet extérieur. De Dutruel, tu veux dire Dutruel. C'était le match entre le Stade Montois et Bordeaux en 1995. Alors oui, c'était Bordeaux contre le Stade Montois et faut voir l'image parce que ça se raconte pas. Il fait une reprise de volée. Voilà, il y a un centre qui vient de la gauche. Il reprend voilà, c'est un peu excentré. Il reprend et tout. On voit, ça va très vite. On voit que le ballon passe à côté du but, mais à l'arrivée, il se retrouve au fond des filets. Donc, pareil, le gardien du Stade Montois, assez sûr de lui et tout. Il n'y a pas but et tout. Et l'arbitre a validé. Et ils n'ont toujours pas compris et tout. Donc les joueurs ont protesté. Dutuel se doutait bien que c'était pas clair et tout. Et je crois que c'est le lendemain, lors d'un entraînement et tout, ils avaient fait des essais et puis ils avaient remarqué qu'en fait les ficelles étaient un peu usées, un peu lâches et tout. Donc c'est ce qui a expliqué que le ballon s'était retrouvé au fond des filets. Mais le but a été validé. Sur des situations assez... Mais bon, c'est pas lié à la coupe. Faut le voir sur YouTube, c'est très marrant. C'est pas lié simplement à la coupe, ça aurait pu se produire dans un autre match, mais il se trouve que ça s'est produit dans un match de coupe. Un Bordeaux-Beauvais en
Coupe de France dans les débuts des années 90, il me semble. Donc Éric Cantona qui est prêté par l'Olympique de Marseille à Bordeaux. Donc séance de tir au but. Et là, regardez, si vous trouvez ces images sur... tu peux le trouver. C'était en séance de tir au but. Éric Cantona qui avait le don de ne faire rien comme les autres. Il tire une panenka, ok, jusque-là ça va. Mais il tire une panenka avec une espèce d'effet rétro sur un terrain qui est boueux, un marécage totalement boueux. Ouais. Et vous voyez ça rarement dans votre vie quand vous aimez le foot, c'est-à-dire que le gardien, il a le temps de partir d'un côté et de revenir aller chercher le ballon de l'autre côté, tellement il a mis un effet et qu'avec la boue, le ballon, il est resté quoi, 4-5 secondes et le vent aussi, avant d'arriver mourir comme ça sur la ligne, et il y avait du vent. Ça, donc, et Éric Cantona qui se prend après la tête, je prends quelque chose. Mais il n'y avait que lui pour faire ça. Hein. Tiens, un autre souvenir de Coupe de France. Je suis en train de revoir effectivement le but de Dutuel, enfin le but fantôme. C'est assez surréaliste, effectivement, l'action. Elle est bien au fond des filets. Et alors qu'on a vraiment l'impression qu'elle n'y est pas du tout. La Marseillaise sifflée, Lorient-Bastia, c'était la finale de 2002. Jacques Chirac qui avait menacé de s'en aller. Il avait dit, je crois. Il s'est en aller. Ouais, mais il est revenu après. Non, il a menacé. Ouais, il a menacé, ouais. Il dit, ça siffle. Écoutez, je m'en vais. Il a quitté la tribune présidentielle. Il est allé manger des petits fours à côté. Et des petits fours, comme tu dis. Donc, il a rencontré les journalistes de France 2, tout. Donc, il a fait passer le message. Enfin, déjà, c'est surréaliste, hein, parce que c'est juste. Bon, c'est surréaliste et Bastia en même temps. Hein. Voilà. Non, mais, bon, la Marseillaise est sifflée. La Marseillaise est sifflée avec les Corses. Voilà. Ça fait partie du rituel. En colère. Il se lève, donc il va en backstage, j'allais dire, et tout. Donc là, il fait une déclaration à France 2 en direct. Et ensuite, il exige du président Simonet qu'il fasse des excuses à la France pour outrage à la Marseillaise. Il y en a deux qui vont prendre le micro. Il y a le président de la fédération de l'époque, Claude Simonet, et la ministre des Sports, dont j'ai évidemment... Marie-Georges Buffet, merci Jonathan, qui demande à ce que tout le monde reprenne ses esprits, en tout cas que la Marseillaise, que l'hymne national soit respecté. Ce qui va se passer tant bien que mal, parce qu'en fait le coup d'envoi est retardé et qu'à un moment donné, les Corses, ils veulent quand même voir leur équipe disputer la finale, qui sera perdue. Mais Lorient, je crois que c'est la seule équipe qui fait la bascule, qui descend par la suite. Non, il y a le Havre et Nice. Et Nice aussi, Le Havre, gagner la coupe et descendre. Le Havre et Nice. Il me semble que Saint-Étienne Nice, c'est sûr. Il me semble aussi Saint-Étienne en 64. Enfin bon, peu importe. Et par contre, Jacques Chirac a refusé d'aller saluer les équipes. Oui. Alors, sur ce protocole, le président de la République qui va saluer les deux équipes, c'est à partir de Nicolas Sarkozy, avec l'impopularité de nos présidents de la République, et ça a perduré jusqu'à la première finale de Coupe de France. C'était l'année dernière maintenant, Paris-Angers, avec Emmanuel Macron, qui a de nouveau instauré et remis à l'ordre du jour. Tu sais qu'il revenait d'un voyage officiel, Emmanuel Macron, ce jour-là. C'est un dingue de foot aussi. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il est arrivé en retard et du coup il a fait reculer à cause du protocole, donc il a fait reculer le coup d'envoi le coup de sifflet pour le début de cette finale. En fait, la finale était prévue à 21h et puisqu'il est arrivé en retard, la finale a commencé avec 5 ou 10 minutes de retard quasiment. 5, voilà. Donc voilà. Comme quoi un président qui revient sur la pelouse, en tout cas il a remis au goût du jour une tradition et ça a commencé par je trouve, alors par rapport à d'autres coupes, en Angleterre c'est la reine qui il s'est pas fait siffler d'ailleurs Macron. Il s'est pas fait beaucoup siffler. En tout cas oui, mais en Angleterre c'est la reine. Mais il était en plein état de grâce. Mais c'est bien, mais c'est risqué de descendre sur la pelouse. Non, effectivement, oui, c'est risqué en termes d'impopularité. Mais c'est pour ça que les autres n'ont pas voulu le faire, parce qu'ils auraient une bordée de sifflets terrible. Messieurs, vous restez avec nous dans un instant, le quiz 32-16, il reste de la place, il reste des places à prendre dans ce quiz pour jouer avec nous, avec François Manardo, avec Jonathan Macardy. Il y a plein de t-shirts de l'after à gagner. Daddy Dylan qui nous dit sur le hashtag RMC Live, et oui, c'est en record ça aussi, vérifié. Demain, Le Mans-Lille, plus de 21 000 places vendues. Record pour un match à domicile d'un club de 4e division. Bon, en même temps, Le Mans, ils ont un stade qui a les moyens d'accueillir du monde. Mais voilà, c'est quand même à signaler. Effectivement, c'est un record pour un match avec un club de 4e division. 23h50, vous faites le 32-16 dans un instant, le quiz de l'after. L'after qui revient sur RMC BFM Sport.